Saint-Nazaire-en-Royan est une des portes d'accès principales au Vercors. Déjà fréquenté par Cro-Magnon, le village garde cependant quelques traces de ses fastes médiévaux. C'est au pied de l'aqueduc de la période napoléonienne que Stéphane retrouve Dominique, qui va lui expliquer l'importance et les enjeux stratégiques de cette ancienne capitale administrative. Bonjour. Ah, ça va Stéphane? Ça va bien? Bon, alors tu vois, Saint-Nazaire, c'est pas que l'aqueduc. Il y a une vision différente à voir, c'est que dès qu'on part sur le lac. Et je te propose avec mon ami Laurent d'aller t'emmener faire un petit tour en bateau. Elle fait 35 mètres de haut quand on est sur l'eau. Là. Ouais. Voilà. Et donc au-dessus, il y a de l'eau qui passe forcément. Au-dessus de l'eau. C'est Napoléon qui a eu cette idée quand il est venu chez Romaltin, à l'auberge du Chapeau Rouge. Il a eu l'idée de créer un canal de 54 km pour aller irriguer la plaine de Chabeuil, où lui il avait ses troupes. Et donc il démarre où en fait? Alors il démarre à Auberive, Oui. voilà, et il fait 54 km de long pour irriguer cette plaine. Quand même. Ah oui, Et donc ça s'est pas fait en 2 mois de Ça s'est pas fait en 2 construire mois, tout c'était cet sous ouvrage. Napoléon III, ça s'est réalisé entre 1873 et 1876. Voilà. Ce pont a été construit avec la route. Au fond, c'était un pont qui était ce qu'on appelait la Grande Rue. Et entre les deux ponts, tu peux remarquer une construction ronde très particulière. C'est la tour Poitevine, dont il ne reste plus que l'embase. C'est les restes des remparts de Saint-Nazaire, ce qui est vraiment magnifique, quoi. Dès qu'on a franchi les ponts, eh bien, en arrière-plan, on a tout de suite les brèches du Vercors qui vont apparaître, Gorge de la Beaune, Grand Goulet. C'est là une porte d'accès au parc du Vercors. C'est tout simplement superbe. Donc là, ici, tu as l'arrivée de ce petit ruisseau qu'on appelle le ruisseau rouge, qui est un ruisseau qui, lui, amène les eaux de lavage de la carrière, que je vais t'emmener visiter tout à l'heure, où tu verras ces sables rouges qui sont une particularité de Saint-Nazaire. C'est magnifique. Disons, c'est l'eau qui sculpte le sable là. Ouais, alors l'eau te travaille ce sable qui a une couleur rouge extraordinaire, Ouais. et ça provient de sa texture. C'est un sable qui est fait, on va dire, 95% de silice. Ouais. Tu as 2-3% d'alumine, et puis le reste, c'est de l'oxyde de fer, ce qui amène cette coloration rouge et qui fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et ce sable est très fin, toi, si tu le regardes, si tu en prends dans ta main. Voilà. Par exemple, le gros bourdon de Notre-Dame à Paris, eh ben, le moule, c'était le sable de Saint-Nazaire. Respect. Donc ce sable est connu jusqu'à Paris, jusqu'à Notre-Dame. Bah, il est connu un petit peu plus que ça, parce que tout le monde dans sa vie a regardé un peu les matchs de tennis. Et Ouais. Roland Garros, bien connu pour la terre battue, pendant 30 ans, la terre battue de Roland Garros venait de cette carrière où on est en ce moment. D'accord. Saint-Nazaire-en-Royan, jeu 7 et match. Voilà. Le Vercors est une terre de savoir-faire multiples. À quelques kilomètres de là, Stéphane a souhaité vous présenter un irréductible artisan du bois, le dernier à résister encore au plastique. Avec Henri, Stéphane va vous initier à l'art des couverts de la table, une visite qui s'impose à tous les bricoleurs. Bonjour Henri. Bonjour, bienvenue. Merci. Dis donc, c'est un bel atelier que tu as là. Ah oui, celui-là, il C'est pas tout jeune? C'est pas tout jeune, non. C'est pas tout jeune, c'est l'atelier du grand-père. Donc 1920, il a racheté cette tabletterie qui fabriquait à l'époque des navettes pour les métiers à tisser, des peignes et des barreaux de chaise. Et puis en 1924, il est venu s'installer ici et il s'est mis à fabriquer donc, les fameux couverts cuillères du Royan. Quelle essence il utilisait pour faire Alors ça? à ce moment-là, c'était le hêtre, le buis et le merisier. D'accord. C'était les bois couramment utilisés et ça a été assez conséquent. On a dénombré 76 ateliers, 600 ouvriers du bois. Ah oui, ça faisait vivre le canton. Première activité économique du Royan. D'accord. Donc là, on a toute la gamme de panoplie des objets et notamment la pelle à gâteau, qui est le fleuron de l'atelier, l'objet Ouais. le plus fabriqué. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a notre gamme de produits. Donc ça, c'est le gabarit. Hein. Ça, c'est le gabarit, c'est la forme. À D'accord. chaque génération, on crée sa forme, on crée son modèle et on garde tout en magasin, de façon à avoir une panoplie de l'histoire de la cuillère. Il faut combien de temps pour fabriquer une cuillère? Une vingtaine de minutes à peu près. C'est vrai? À peu près. On a le temps d'en faire une? On a le temps d'en faire une. Tu peux me montrer? Allez, c'est parti. Eh ben dis donc, t'as un bel échantillonnage de machines là. Ouais, notamment la varlope, 1920. 1920, tu veux dire ça a plus de 80 ans ça? Ça a plus de 80 ans, c'est la varlope du grand-père. Et tu bosses encore avec? Je bosse encore avec parce que j'ai cassé la mienne, la dernière que j'avais, donc j'ai ressorti l'ancienne. C'est l'outil emblématique de la tabletterie.
C'est un support en bois dans lequel on y a inséré des lames de scie. Donc cette pièce est montée de 54 lames et le tout est positionné sur l'axe. Et cette varlope va agir comme un rabot et je vais venir frotter ma cuillère pour lui donner ses formes quasi définitives. Donc sur ce rabot, on va venir frotter la cuillère. Génial, d'accord, tu sers à... Ah ben, Ouais, tu travailles, je peux essayer? essayez. Waouh! Dis donc, ça envoie. Ah oui, d'accord. Bon, je crois qu'il va falloir que je passe quelques heures hein, pour arriver à être bon avec ça. Hein. Stéphane vient de se rendre compte que le savoir-faire, ça ne s'improvise pas. Et comme s'il voulait s'en convaincre, il va retrouver dans la forêt des charbonniers comme on n'en fait plus. Bon, dis donc, Steph, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 2 semaines déjà. Ça fait 2 semaines que ça brûle? 2 semaines que ça brûle et ça y est, c'est prêt. C'est tout charbonné. D'accord. Ça a été plus vite qu'on le pensait, tu vois, mais ça s'est super bien passé. La preuve, tu vois, regarde, on l'a sorti hier, ça. Ok, mais alors le boulot au départ, ça a été quoi en fait? En fait, le but du jeu, nous, quand on arrive quelque part, c'est d'éclaircir la forêt et ça lui fait du bien. Et puis on joue le jeu avec les propriétaires qui, du coup, nous donnent le bois en échange du boulot. Et on le stocke, on le range ici, on est aidé par un cheval au débardage, etc. On le fait vraiment le plus possible à l'ancienne. Et on le stocke ici, et ça se fait au printemps. Pourquoi ça a cette forme en fait, une charbonnière? Bah, c'est l'empilage. Tu sais, au début, en fait, une charbonnière, ça, il faut imaginer qu'ils faisaient ça il y a déjà des siècles et des siècles en arrière. Ouais. C'est ancestral comme technique, ça se fait plus comme ça depuis très longtemps, depuis au moins après-guerre. Tu as une cheminée centrale, d'accord, qui reste vide, et autour, avec les bois refendus de 1 mètre, on part à incliner des bois comme ça et à tourner autour de la cheminée, tu vois. On fait un premier rang, sur le premier, on en fait un deuxième, et après, on fait la tête. Et la tête, c'est la dernière partie qui est beaucoup plus arrondie, le bois est beaucoup plus incliné, tu vois, pour lui donner cette forme, la forme de meule, quoi. D'accord. Donc c'est complètement hermétique? Complètement hermétique après, puisqu'on met de la terre pour la rendre hermétique. De la terre et de l'herbe. Et de l'herbe. Ouais, la terre est posée sur une couche végétale. Le but du jeu, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air qui passe en Voilà, fait. ouais, c'est ça. Pour pas qu'il y ait de flamme. Et Voilà, parce qu'en fait, le charbon, quand il se transforme, il n'y a pas de flamme, c'est que de la braise. Si tu as la flamme, ça fait de la cendre, tu vois. D'accord. Donc le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de flamme, c'est la braise qui charbonne. D'accord. Mais alors ça veut dire que c'est de la surveillance alors? C'est de la surveillance, ouais. Ouais, bien sûr. Nuit et jour? Ouais, nuit et jour, jusqu'à ce que le charbon soit cuit, c'est ça. Faut pas que ça s'enflamme. Là, elle est arrivée à quel état là? Je vois que ça fume très peu en fait. Là, on a bouché hier soir les trous, c'est bon, elle est cuite. Donc elle est cuite jusqu'au sol. là, tu crois qu'on peut jeter un coup d'œil? Ah ouais, on pourrait un peu ouvrir? Ah bah si tu veux, ouais, il y a là, normalement, il y a 4-5 tonnes de charbon, quoi. Allez, vas-y. Ah ouais, je veux bien regarder moi. Je vais appeler les collègues, tu vas voir, ça ira quand même plus vite. Oh collègues! Hop là, fais gaffe, ça glisse. Ouais. Alors regarde ça, hop. Génial. Voilà, petite technique spéléo, t'as vu, tac, tac. Pour monter là-haut, parce que là c'est super chaud. Ouais. Là tu poses l'échelle dessus, tu passes à travers, et 800 degrés au centre. Ah oui, d'accord, quand Tu même. tiens pas longtemps, quoi, tu vois. Ouais. Donc par contre, voilà, moi je monte là, et après si tu veux me passer le râteau. Ouais, il n'y a pas de problème. Voilà, Tiens, super. Moi je te vais mettre passe. là comme ça, tu vois, hop. Et les collègues là, ben voilà, c'est parti. Donc on va voir un peu ce charbon. Tu vois, il y a pas mal de terre. Et il faut ça, hein. Tu vois, regarde, le charbon il commence à arriver là, je sais pas si tu vois. Hop. Ouais. Tu vois là, ça là, hein, d'accord? Regarde bien. Voilà, tu vois, regarde, hop, il est là. Tu vois, c'est les premiers bouts. Voilà, alors là, jusqu'au centre, de partout, de chaque côté, là, c'est charbonné comme ça, hein, d'accord? Regarde. Hop. Voilà le charbon, t'as vu? Ça, c'est du charbon de qualité, j'imagine. Ouais, très bonne qualité. Là, je peux pas laisser ouvert. C'est à 800 degrés dessous, si ça se réactive, Ouais. ça peut brûler, tu vois. On peut pas laisser ouvert, donc là, tu vois, voilà, on referme. Voilà, tu vois, hop, jusqu'au cavage. Maintenant, ça reste comme ça. Impossible pour Stéphane de parcourir le Vercors sans évoquer un épisode essentiel de notre histoire. Il décide donc de changer de vallée pour retrouver Céline, une grande spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, ils partent sur les traces du passé pour évoquer le réseau de résistance et les maquisards de Vassieux. Vassieux est un livre d'histoire ouvert, mais comme une bonne partie du Vercors. Et donc on retrouve une multitude de traces de ce passé, du passé de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a 4 containers. Donc les containers étaient parachutés par les Alliés. Et donc à l'intérieur, on retrouvait tout ce que les maquisards, les résistants, avaient besoin.
C'est en allant au musée de la Résistance de Vassieux que vous pourrez voir tous ces objets. En attendant, Céline a bien voulu en sortir quelques-uns pour les montrer à Stéphane. Oh bah dis donc, qu'est-ce que tu m'as sorti Ah, là? des petits trésors. Alors des petits trésors qui sont, on est beaucoup sur le symbole, mais qui ont une reconnaissance par rapport à nos maquisards. Une des plus symboliques par excellence, donc c'est la Sten, cette arme anglaise qu'on retrouvait dans les containers, donc parachutée. Ah oui, ça fait son poids. Effectivement. Des autres choses assez symboliques, le brassard. Donc, Le brassard, c'est-à-dire? donc être maquisard, c'est l'armée de l'ombre, hein, donc en quelque sorte c'est leur uniforme qu'ils avaient à ce moment-là. D'accord. Les autres petites choses symboliques, c'est des coups de cœur, hein, parce que bon, j'ai la chance de pouvoir avoir des objets. C'est une canne qui a appartenu à un maquisard et il a gravé tous les endroits où il est allé. Donc Saint-Nazaire, Alixan, Barbière, Romans. D'accord, superbe. Et un dernier objet qui a tout son poids, c'est la radio, parce que la radio était fondamentale pour nos maquisards, pour les containers, pour les parachutages et ainsi de suite. Donc c'est le début de la grande technologie, hein, quelque part. Attention, les Français parlent au français. Le chamois des Alpes bondit. Exactement, donc ça c'est un des télégrammes qui va être utilisé, un des codes qui va être utilisé au moment de la mobilisation pour justement que tous les maquisards se préparent au combat. Et justement, si on regarde la montagne qui est juste en face de nous, C'est bien dans ces collines que les maquisards avaient organisé leur campement tout en surveillant le territoire de Vassieux. Vous pourrez bien évidemment visiter le mémorial qui a été édifié en souvenir de ces combattants de l'ombre. Gabriel, garde l'anonyme. Toi, t'en connais des gens? T'es d'ici, toi, de toute manière? oui, je suis effectivement d'ici. Alors j'ai pas vécu les événements, je te rassure. J'imagine. Mais, ta grand-mère, arrière-grand-mère, Voilà, grands-parents, ouais. Donc mes deux grands-mères ont vécu les événements et j'en ai une aujourd'hui qui peut nous parler de ce qu'elle a vécu. Qui est encore là sur Et qui Vassieux. est encore là. On peut aller la voir. Avec plaisir, Ah on y va. super, ça j'aime bien. Ouais. C'est donc avec beaucoup d'émotion que Stéphane rencontre la grand-mère de Céline. Suzanne Berthet est la dernière survivante de cette terrible attaque de l'armée allemande, devenue tristement célèbre, le massacre du 21 juillet 1944. On savait que dès qu'on entendait les avions, il fallait qu'on aille se mettre sous les abris, c'est-à-dire les grottes, l'abri naturel. Alors on a entendu les avions qui venaient plein sud et on est partis, tous les gamins, aller se mettre sous cette grotte. Et il y a le mémé qui sort, qui dit « Oh, il y en a un qui tombe !» Alors c'était pas un qui tombait, c'était les planeurs qui arrivaient. D'accord. Et 10 minutes après, à tout casser, pas bien dire le temps, mais enfin, ils étaient devant nous. Ils étaient devant la grotte. Et c'est là qu'ils nous ont jeté des grenades. Et c'est là que tous les enfants ont été blessés. Mon père a vu le château en flammes. Il a dit, j'ai ma gosse qui est toute seule là-bas. Il faut que j'aille voir. Il est arrivé dans la grotte. Il m'a trouvé, blessé déjà. Alors, il m'a pris sur ses épaules, parce que bien sûr, je ne pouvais plus marcher. Et on est allé dans une autre grotte. Et à ce moment-là, on voit passer une colonne allemande qui arrivait de mettre le feu dans la maison de chez Barnary, pas du Pré. Et ils sont descendus vers la grotte. C'était un petit peu loin quand même du chemin. Ils sont venus, nous ont fait sortir. Les femmes et les enfants à droite, les hommes à gauche. Au bout d'un moment, ils ont enlevé un père Bontou, qui était beaucoup plus âgé que mon père. Ils l'ont fait passer de l'autre côté, et à ce moment-là, ils ont abattu mon père, comme ça, à bout portant devant nous. Et on s'est mis à pleurer, et ils nous ont ordonné de nous taire, et ils sont partis. Je suis toujours ému d'entendre des témoignages là, comme celui de ta grand-mère. On voit que ils ont été marqués, quoi, qu'ils en sont pas sortis indemnes de cette histoire. Non, et puis l'attaque de Vassieux a été d'une extrême violence. Donc on est devant le reste d'un planeur allemand qui a servi à l'attaque. Donc il faut bien savoir que le 21 juillet, vers les 9h du matin, il y a une vingtaine de planeurs qui viennent attaquer le village de Vassieux. Les soldats avaient reçu l'ordre de taper vite et fort. Il n'y aura aucune différence faite entre les civils et les militaires. Et c'est ce qui fait que pendant plus de 2 jours, il va y avoir des combats dans ce village. Ce qui explique que Vassieux, il y aura plus d'une centaine de maquisards qui vont mourir au combat, 73 habitants, un cinquième de sa population, et 78% du village sera détruit. Si tu préfères, le 21 juillet à 9h du matin, Vassieux est vivant,
Et le 23 juillet à midi, le village est complètement détruit. Autre lieu de mémoire incontournable, la grotte de la Luire à Saint-Aignan, où Stéphane retrouve Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Stéphane et bienvenue sous le porche de la Luire. Merci. Si le Porche a été un hôpital éphémère pendant la Résistance, avant que les blessés et le personnel médical n'aient été fusillés ou déportés, cette grotte est aussi le lieu d'un phénomène géologique unique au monde, une résurgence vauclusienne. Il est aussi le lieu d'un phénomène très particulier puisque de cette grotte sort régulièrement une grosse rivière qui coule là en dessous de nous. D'accord. Mais elle sort pas tout le temps. Elle sort pas tout le temps et c'est ce qui en fait un phénomène unique au monde à ce jour. Cette salle est une des plus hautes salles d'Europe. C'est-à-dire, quelle hauteur ça fait ça? Eh bien, au point culminant, ici, elle fait jusqu'à 110 mètres. Et alors ça fait combien de temps que ça creuse là? Eh bien, elle a mis 50 millions d'années à se créer. D'accord. Ah, ouais, d'accord, je comprends. Eh oui, à partir d'ici, tu es au cœur du phénomène. C'est l'eau qu'on voit en bas? Non, c'est du brouillard. Il y a souvent du brouillard dans la Luire. Et puis en bas de ce puits, qui fait au total plus de 200 mètres, eh bien, on arrive dans la grande galerie de la Luire. La Luire qui fait à ce jour 55 km de long. Uniquement les galeries connues. Et on pense qu'on a découvert à peine un tiers de tout ça aujourd'hui. Et en plus de ça, et c'est ce qui fait la particularité de cette grotte, c'est que l'eau remonte de 483 mètres de profondeur pour sortir ici, et donc sous le porche derrière nous. Et donc ce phénomène est complètement unique au monde, c'est la plus grande remontée d'eau de la planète. Quand ça remonte là, ça remonte quelle vitesse? Mais ça peut remonter à grande vitesse. Ça ne remonte pas toujours à la même vitesse, Ouais. mais le plus qu'on ait vu, c'est 10 mètres par minute. C'est-à-dire que ces 200 et quelques mètres de puits sont pleins en moins de 20 minutes. Ah oui, il faut pas traîner dans le secteur Et quand oui. c'est parti Ah et que non, ça non, commence à si remonter. ça part à cette vitesse-là, il faut courir. Donc je voulais absolument te faire voir ce phénomène. Eh ben, grand merci Jacques, en tout cas, ouais, ça me fait vraiment plaisir d'être là et de découvrir ça. Par contre, quelque chose, avant qu'on se quitte, promets-moi la prochaine fois qu'il y a l'eau qui grimpe là-dedans, tu me passes un coup de fil et moi je veux voir ça. Eh bien, pas de problème, tu j'aimerais pourras bien même venir. descendre si tu veux voir. Ah ben alors là, avec grand plaisir. Au revoir et à merci toi. de ta visite. Bonne continuation. Après les entrailles de la Terre, le Grand Air dans le parc du Vercors avec ses 17 000 hectares classés en réserve naturelle. Paradis des botanistes et zoologistes de tout poil, c'est ici que Stéphane va retrouver Stéphane. Si comme eux vous savez faire preuve de patience et de discrétion, vous assisterez à une parade amoureuse et entendrez le brame du cerf. Voilà. Donc là, on arrive près d'une zone de brame, ça s'ouvre un peu. On va se rapprocher discrètement. Hein, on vient de l'entendre bramer, donc apparemment, on est pas mal. On y va, on se fait oublier, puis on attend qu'il arrive. Ça marche. Tiens, regarde là. Ça, c'est particulier. Alors, après, c'est pas bien perdre sa résine tout seul. Ça, c'est un cerf qui est venu s'énerver un petit peu. D'accord. Ah oui, il était sacrément énervé quand même. On voit les traces de bois là. Ouais, ouais. Donc ça se confirme. On est dans la bonne zone. Il y a du danger pour nous. Non. Non, non. Il n'y a pas de danger. De toute façon, généralement, on se fait repérer bien avant. Ok. Il y a un danger. On va se poser là. Ça va être super bien. Oh, dis donc, ça brame bien là. Le cerf, il va surtout détecter les mouvements. Donc si vraiment on commence à le voir, je m'en bouge pas plus qu'une pierre. Ils sont vraiment tout autour de nous. Hein. T'as vu, depuis tout à l'heure, on les entend à droite, à gauche. Ah ouais,
c'est génial, c'est le festival. Mais je crois qu'ils se rapprocheront pas plus ce soir. Eh bien, c'est une bonne observation. Au moins, on les a pas dérangés. On a profité du spectacle. Ouais. On revient demain. Avec plaisir. Moi, j'en ai pris plein les oreilles. Et oui, avec Dame Nature, on n'est jamais sûr de rien. Mais si vous êtes un passionné, vous apprécierez en toute saison les sentiers de randonnée du Vercors qui vous permettront de découvrir une multitude d'espèces animales. L'enchantement est garanti.